Les minéraux sont solubles afin d'être accessibles aux plantes. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas rapprocher aux minéraux leur solubilité. Par contre, ces mêmes minéraux ne sont pas volatiles. Ça veut dire qu'ils peuvent être emportés par l'eau sous forme liquide sur la descente, mais le vapeur ne les porte pas avec eux pour remonter dans les nuages pour le voyage de retour. Il faut savoir aussi que tous ces minéraux qui traînent dans le sol, ils étaient accumulés précieusement, une molécule à la fois, par les actions et les interactions de la biosphère, car la vie sur Terre a tendance juste à décomposer et recycler les roches depuis des milliers d'années pour les mélanger avec de la carbone et de l'azote afin de faire de la pâte à modeler vivante qui se manifeste sous toutes ses formes. Et le sol vivant est juste la couche qui s'occupe du recyclage de toutes les matières, peu importe l'être vivant qui vient de mourir. Et comme toute entreprise, le sol va prendre sa commission pour chaque interaction afin de continuer de s'engraisser doucement et donc de rendre la vie encore plus abondante à la surface. Et voilà, 10 000 ans de construction de sol perdus en 70 ans à cause de nos pratiques agricoles à la con, menées sous diktat des corporations de la consumérisme et nos chers potes à l'Union européenne. Brexit, 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 Brexit. Et c'est ainsi que notre richesse de fertilité se trouvait de plus en plus au fond de la mer, au lieu d'être sous nos pieds. Mais chut, il faut pas le dire trop fort, car si jamais ça monte aux oreilles de Veolia, ils vont sûrement inventer Veolia Minéraux avec un monopole public sur les moyens high-tech et énergivores pour récupérer le produit de notre érosion, et de le purifier, le dessaler, le sécher, le conditionner et le commercialiser comme étant un engrais naturel complètement bio. Ou pire, peut-être qu'on va avoir l'invention d'un mélange de minéraux avec des tas de carbone synthétique issus de les copains de chez Veolia Carbone et on va fabriquer des hamburgers en sachet et d'autres confiseries déshydratées pour nourrir des humains condamnés à vivre dans les grosses villes au milieu d'un paysage désertique, un peu comme dans Star Wars 7. Mais même avec un régime alimentaire très high-tech et très déshydraté, il nous faudra de l'eau. Donc, l'érosion, une fois que c'est entamé, c'est une spirale vicieuse, car la faible capacité de retenir de l'eau ne fait qu'accélérer l'érosion par la suite, jusqu'à ce que nous arrivons à un point de bascule où nous voyons des inondations de partout, car le sol est devenu un mortier qui est trop vite saturé en eau et ne peut plus en absorber. Une forêt peut encaisser 30 cm de flotte dans 1 heure, alors qu'avec une pluie constante de 5 mm à l'heure pendant 12 heures, nous avons vu l'inondation de le nord de la France entier en 2017. Donc pour refaire la mathématique, ça fait 6 cm d'eau en 12 heures. Voilà, c'est pas sorcier. En fait, un mortier, c'est mort. M-O-R-T. Et pour vous donner une idée visuelle, nous allons prendre 5 minutes pour prendre la route et je vais vous faire un petit reportage de poche pour observer des dégâts juste autour de chez moi. Et voilà à quoi ressemble notre agriculture en Limousin en 2019-2020. Donc j'ai beaucoup parlé de flotte, d'une intensité de pluie. Ok, là ça fait 4 jours qu'il pleut plus. Et les champs sont encore engorgés de flotte. Et on voit qu'il y a beaucoup de zones où il n'y a rien qui pousse. Et encore ce champ, il est pas trop mal. Il y a une grosse zone ici qui a l'air bien. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on approche, on se rend compte que des allées où les machines ont passé, il n'y a rien qui pousse. Parce que ça fait des ornières, ça s'est engorgé de flotte. Et ces sols, elles sont juste, c'est des flaques de boue avec du blé qui essaie de pousser dedans. Et je vais juste faire un petit reportage au vol pendant que je me promène dans mon camion. Je vois que des champs comme ça, donc je vais m'arrêter plusieurs fois et on va regarder l'état des choses. On va comparer aussi. Voilà, un champ en pâture, pas une seule flaque. Voilà, et une couverture végétale. Donc encore des arguments qui soutiennent
que nous avons besoin d'une agriculture plutôt basée sur des animaux et des arbres et pas sur des monocultures. Et voilà encore une zone de guerre. Voilà l'accumulation dans le point bas. Monoculture à perte de vue, que des ornières, que des flaques d'eau. On voit même là, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un endroit particulièrement souple où les machines sont creusées davantage au dernier passage. Okay. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, sur le flanc de la colline là-bas, encore des céréales. Je vais zoomer. Ok. Vous voyez les taches. Okay. On n'est pas loin en fait des éboulements total sur ces zones comme ça. Il faudra bien 2-3 haies pour découper, pour que ça reste résilient aux pluviométries intenses qu'on est en train de subir maintenant. Et on va voir ça à la fin. Mais là, ça commence à être grave. N'oublions pas, ça fait 2-3 jours qu'il pleut plus. Il fait beau, c'est censé être en train de sécher. Et une fois que c'est séché, ben, il va voir les grosses taches partout sur ce champ. Le rendement est 0. C'est pas un rendement réduit, c'est un rendement de 0. Et là où c'est vert, on est entre 50 et 25% de ce que ça devrait être. Voilà. Ok, ici, nous sommes sur l'autre flanc de la même colline. Donc, on était juste de l'autre côté là, quand je vous ai montré le flac de blé. Et bien sur ce côté, il y a du bois, il y a des haies, il y a des zones humides, et il y a une couverture végétale pérenne. Le sol n'est pas dérangé, donc l'eau elle a pu rentrer comme elle voulait. Ça fait de l'herbe pour les vaches. Et quand on voit là-bas, ça fait des zones humides. On voit apparaître d'autres formes de couverture végétale, des plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Et du coup, l'eau, elle reste là. Elle fait vivre tout le monde. Et ça donne de la résilience au paysage. De l'autre côté, c'est foutu là. Une fois qu'il va arrêter de pleuvoir, il va faire chaud et sec. Ça va cramer, ça va griller, ça va devenir un mortier. Et il ne va pas avoir d'air dans le sol pour les racines. Ça va être une catastrophe. Ici, sur ce côté, ça va résister beaucoup plus longtemps, à la fois à la pluie et à la fois à la sécheresse. Et en voici une autre. Voilà. Celui-là, il y a presque plus de sol nu que de blé. Et voilà un dernier avant de rentrer à la maison. Voilà. Voilà. On voit bien, en fait, sur ce parcelle ici, on voit bien qu'il y a une zone humide, qu'il y a un rigole. Et que à force d'insister de ne pas laisser de zone humide autour, bah ça fait une zone humide autour et voilà. En fait, il est probable qu'il y avait une pêcherie là à un moment donné et que cette pêcherie a été rebouchée et on voit la ligne autour et donc cette zone là devrait de nouveau avoir une pêcherie et des arbres plantés autour. Comme ça, tout ça sera stable. La pub. Le projet que je suis en train d'élaborer ici dans le Corrèze est à la fois un projet de vie pour moi et pour ma famille, mais c'est aussi un projet de recherche pour les humains en général. Sans aucune prétention, cette ferme est destinée à devenir un prototype fonctionnel qui va montrer un avenir très possible pour notre agriculture en Limousin face au changement climatique.
Comme vous avez vu dans ma reportage de poche, nos paysages sont dominés par l'agriculture conventionnelle. Et cette agriculture a tous les avantages, surtout d'avoir fait tous ces prototypes dans les années 50, et ces prototypes ont été élaborés sur le dos de l'industrie des armements qui s'est entraînée un peu trop juste avant, pendant 2 guerres mondiales. Malgré leur approche de guerriers en tracteur, il faut leur donner au moins un poil de crédit. Le complexe agro-industriel nous nourrit depuis avec des grands volumes. Comparé au Moyen-Âge, le volume de production est complètement hallucinant et au moins on peut dire que plus personne n'a faim ici en Europe, même si la qualité de la bouffe est questionnable. La dominance de le complexe agro-industriel aujourd'hui vient tout d'abord parce qu'ils sont hyper subventionnés par le PAC et donc par vos impôts qui sont versés dans les poches des paysans pour maintenir les prix au plus bas. Et à la base, c'est une idée très noble, mais la réalité aujourd'hui est que ça fait de la concurrence déloyale déguisée en socialisme. Ce que tout le monde oublie est que notre agriculture est subventionnée une deuxième fois par tout le pétrole consommé à faire tourner les machines. Merci les dinosaures. Et encore une troisième fois par 10 000 ans de fertilité contenue dans les écosystèmes qu'elle ravage à vue d'œil pour extraire autant que possible. Alors, face à cette monolithe extractive et inconscient, trouver un ensemble de pratiques et de méthodes qui fonctionnent à la fois éthiquement et écologiquement et économiquement, c'est pas du tout facile. Et même quand la technicité et les protocoles de production sont déjà bien recherchés et définis d'avance, comme dans mon cas, passer à l'acte d'élaborer un vrai design en permaculture qui va être à la fois performant et productif, ça représente un investissement en temps, énergie et argent assez lourd et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, économiquement, j'estime à la louche que ce projet va nécessiter quelques 60 000 € et 5 à 7 ans de travail pour le mettre debout, fonctionnel et compréhensible pour les masses avec des résultats tangibles et visibles. 60 000 €, c'est pas grand-chose. En fait, ça représente un tiers de le prix d'un tracteur tout neuf. 18 000 € a déjà été prêté pour le démarrage et je fournis le reste en goutte à goutte au fur et à mesure que j'avance, en vendant les légumes d'un côté et en travaillant dans le bricolage et le secteur du bâtiment de l'autre. Et même si ce processus est lent et laborieux, c'est très bien comme ça, car j'ai pas envie d'aller plus vite que la musique juste parce que j'ai des poches remplies de thunes. Mon expérience me dit que trop de facilité freine ma créativité et j'ai pas envie de passer à côté des solutions inattendues. Ceci dit, le projet a besoin de grosses gouttes d'argent annuelles pour que le design soit élaboré au plus vite chaque hiver. Et franchement, j'ai des boutons et des bosses rien qu'à l'idée de devenir un énième crowdfunder qui doit faire le pute et taguer tous ses contacts sur Facebook à chaque fois qu'il y a un souci économique sur son terrain. Ici, je vous propose très honnêtement une gamme de produits et d'expériences que vous allez pouvoir acheter pour nous soutenir. Et donc aujourd'hui, je vais commencer par essayer de vous vendre des stages de tout niveau et remplis d'activités diverses et variées. L'argent gagné ici en faisant des stages est quasiment toujours réinvesti pour élaborer davantage le design et donc d'avancer plus vite la recherche et donc c'est pas du business. Comme tout achat conscient, en payant un stage ici, vous soutenez la structure qui vous le propose. Et les recettes glanées sont pas pour acheter des Mercedes ni de la cocaïne, mais j'avoue, des fois, c'est pour acheter du chocolat et du café. Cet argent dit facile représente l'équivalent d'une subvention d'État pour nous, car comme tous nos agriculteurs et tous nos producteurs, nous non plus, nous n'arrivons pas à vivre de notre production seuls dans le contexte économique actuel. Avec l'association Le Champ des Arts, nous organisons depuis 2014 des week-ends de permaculture, bien-être et savoir-faire avec des propositions d'activités diverses et variées incluant vannerie, yoga, feutre, shiatsu, bricolage à base de récup, poterie, cirque, cuisine et plein d'autres activités à côté. À partir de 2021, nous allons vous proposer de pratiquer ce qu'on appelle de la tourisme pédagogique et éthique et donc je vous invite à partir de maintenant de vous abonner à notre blog et de nous solliciter pour avoir notre programme de proposition. L'adresse du blog, c'est www.lechampdesarts.blogspot.fr. Belle journée!